Les yeux voilés par l'épuisement, Luna sentit ses pattes céder sous le poids de ses petits anêtres, tandis qu'un chien s'approchait de son corps vulnérable. Au lieu de l'attaque fatale qu'elle redoutait, l'animal fit l'impensable. Il devint le gardien féroce d'une prédatrice mourante. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Les premiers rayons du soleil de juin caressaient doucement les collines verdoyantes du comté de Beaumont. Le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles créaient une symphonie naturelle qui berçait les terres agricoles. Mais ce matin paisible allait être le théâtre d'une rencontre extraordinaire, une de ces histoires où la nature révèle ses mystères les plus profonds et remet en question tout ce que nous pensions savoir sur le comportement animal. Sur la petite ferme des Lefebvre, nichée entre forêt et prairie, la journée commençait comme toutes les autres. Thomas, agriculteur de 3e génération, sortait pour accomplir ses tâches quotidiennes, suivi fidèlement par Echo, son border collie de 4 ans. Echo n'était pas un chien ordinaire. Élevé depuis son plus jeune âge pour garder les moutons, il avait développé un instinct protecteur hors du commun, mais aussi une intelligence qui dépassait souvent la compréhension de son maître. « Allez, mon vieux, on a du travail », lança Thomas en enfilant ses bottes. Le chien noir et blanc frétilla de la queue, ses yeux vifs déjà scrutant l'horizon, comme s'il pressentait que cette journée serait différente. Ce qu'ils ignoraient tous deux, c'est qu'à moins d'1 kilomètre de là, au bord de leur propriété, là où les champs cultivés cèdent la place à la forêt dense, une femelle lynx roux luttait pour sa survie. Surnommée Luna par les biologistes qui suivaient sa trace depuis des mois, cette magnifique créature au pelage tacheté portait la vie en elle, une portée de petits qui n'attendaient que le moment propice pour venir au monde. Luna n'aurait jamais dû s'approcher autant d'une habitation humaine. Les lynx roux sont des créatures discrètes, solitaires, qui évitent généralement tout contact avec notre espèce, mais les circonstances l'avaient poussé à l'impensable. Une sécheresse inhabituelle avait décimé ses territoires de chasse habituels, et son état avancé de grossesse limitait ses déplacements et ses capacités de prédation. Épuisée, affamée, et sentant l'heure de la mise bas approcher, Luna avait suivi son instinct vers les abords de la ferme, attirée par les odeurs de poulailler et de petit bétail. Une proie facile pour nourrir son corps affaibli et assurer la survie de ses petits à naître. Mais le destin avait d'autres plans. Alors qu'elle s'approchait furtivement de la grange, une douleur fulgurante la traversa. Son corps, poussé au-delà de ses limites, refusait d'avancer plus loin. Luna s'effondra sur le chemin de terre, son souffle haletant soulevant de petits nuages de poussière, ses yeux dorés reflétant à la fois la peur et la résignation. Allait-elle mourir ici, si près de la civilisation qu'elle avait toujours fui, sans pouvoir donner naissance à ses petits? C'est Echo qui la repéra en premier. Lors de sa ronde matinale autour de la propriété, son flair infaillible capta une odeur inconnue, sauvage, inquiétante. Tous ses instincts lui criaient « danger », un prédateur sur le territoire qu'il était chargé de protéger. Il s'approcha prudemment, poils hérissés, muscles tendus, prêt à défendre son domaine. Mais ce qu'il découvrit défia toutes ses réactions instinctives. Là, étendue sur le sol, se trouvait une créature à la fois étrangère et familière. Un félin, certes, mais dans un état de vulnérabilité totale. Thomas, qui avait remarqué le comportement inhabituel de son chien, suivit ses traces jusqu'à cette scène improbable. « Mon Dieu !» murmura-t-il en apercevant le lynx. Ses années d'expérience en tant que fermier lui permirent immédiatement de comprendre la situation. L'animal était clairement en détresse, son ventre distendu indiquant sans équivoque une grossesse avancée. Son premier réflexe fut de reculer et d'appeler les autorités compétentes. Un prédateur sauvage, même affaibli, représentait un danger potentiel. Mais avant qu'il ne puisse agir, Echo fit quelque chose qui le figea sur place. Le border collie,
au lieu d'aboyer ou d'adopter une posture menaçante comme on aurait pu s'y attendre, s'approcha lentement du lynx et se coucha à côté d'elle, son corps formant un bouclier protecteur entre l'animal sauvage et le reste du monde. Ses yeux intelligents fixaient Thomas avec une détermination tranquille, comme pour dire « Elle a besoin d'aide, nous devons l'aider. »« Echo, viens ici », ordonna Thomas, craignant pour la sécurité de son fidèle compagnon. Mais pour la première fois de sa vie, le chien désobéit délibérément, restant immobile aux côtés de Luna. Ce qui se jouait sous ses yeux défiait toute logique. Les chiens et les félins sauvages sont des ennemis naturels. L'instinct aurait dû pousser Echo à chasser cette intruse, ou au moins à donner l'alarme. Au lieu de cela, il semblait avoir reconnu en elle non pas une menace, mais un être vivant, en détresse, dépassant les barrières ancestrales qui séparent leurs espèces. Thomas hésita, déchiré entre la prudence et la compassion. Finalement, le comportement extraordinaire de son chien le convainquit. Si Echo, avec ses instincts affinés par des générations de sélection, jugeait que ce lynx méritait protection plutôt que méfiance, qui était-il pour contester cette sagesse? « D'accord, mon vieux, » dit-il doucement. « On va l'aider, mais il faut appeler du renfort. » D'une main tremblante, il sortit son téléphone et composa le numéro de Marie Deschamps, vétérinaire spécialisée en faune sauvage, qui travaillait occasionnellement avec la réserve naturelle voisine. Il avait déjà fait appel à ses services pour des cerfs blessés trouvés sur ses terres et savait qu'elle serait la personne idéale pour cette situation extraordinaire. « Marie, c'est Thomas Lefebvre. J'ai une situation inhabituelle sur ma propriété. Un lynx roux femelle, visiblement enceinte, s'est effondré près de ma grange, et mon chien, tu ne vas pas me croire, mais il refuse de la quitter. Il la protège. » Le silence à l'autre bout de la ligne traduisait l'étonnement de la vétérinaire. « Ne t'approche pas, finit-elle par dire. Même affaibli, un lynx peut être dangereux. Je serai là dans 20 minutes avec mon équipement. » Ces 20 minutes semblèrent une éternité à Thomas, qui observait à distance ce tableau improbable. Son chien de ferme veillant sur une prédatrice sauvage, comme s'il s'agissait d'un membre de son propre troupeau. De temps à autre, Luna émettait un gémissement faible, et Echo répondait en se rapprochant légèrement, comme pour lui offrir chaleur et réconfort. Que se passait-il dans l'esprit de ces deux animaux? Quelle loi mystérieuse de la nature était à l'œuvre, transcendant les divisions entre espèces, entre domestiques et sauvages? Thomas n'était pas un homme particulièrement spirituel, mais en cet instant, il ressentit quelque chose qui ressemblait à de la révérence. Le bruit d'un moteur annonça l'arrivée de Marie. La jeune femme descendit de son 4x4, équipée d'une mallette médicale et d'une cage de transport spéciale. Son visage habituellement calme trahissait son excitation face à cette situation exceptionnelle. « Où sont-ils » demanda-t-elle à voix basse. Thomas pointa silencieusement vers la scène surréaliste. Marie étouffa une exclamation de surprise. « En 20 ans de pratique, je n'ai jamais rien vu de tel », murmura-t-elle en sortant ses jumelles pour observer les animaux sans les perturber. « C'est contre toutes les règles comportementales connues. » Elle examina attentivement le lynx à distance. « Elle est en travail », annonça-t-elle finalement, « et en mauvaise condition. Malnutrition, déshydratation. Sans intervention, elle et ses petits n'ont aucune chance. » Thomas sentit son cœur se serrer. Que peut-on faire? Marie réfléchit rapidement, pesant les risques et les options. Normalement, je dirais qu'il faut la tranquilliser pour la transporter jusqu'à mon centre. Mais dans son état, l'anesthésie pourrait tuer ses petits. Elle hésita avant d'ajouter « Je crois que nous devons intervenir ici même, mais ton chien va devoir s'écarter. » Comme s'il comprenait leurs paroles, Echo tourna la tête vers eux, ses yeux intelligents passant de son maître à la vétérinaire. « Je ne suis pas sûr qu'il accepte de s'éloigner, » répondit Thomas. « Depuis qu'il l'a trouvé, il n'a pas bougé d'un pouce. » Marie hocha lentement la tête, une idée audacieuse prenant forme dans son esprit.
Alors peut-être pouvons-nous utiliser cette connexion inexplicable à notre avantage. Le soleil montait dans le ciel, illuminant cette scène improbable où le destin de plusieurs vies se jouait. Un fermier, une vétérinaire, un chien de berger et une lynx sauvage, réunis par les circonstances dans un moment qui allait défier tout ce qu'ils croyaient savoir sur les frontières entre monde sauvage et domestique. Et ce n'était que le début d'une histoire que personne n'aurait pu imaginer. Marie Deschamps avait traité toutes sortes d'animaux sauvages au cours de sa carrière. Des cerfs victimes d'accidents de voiture aux rapaces empoisonnés par des pesticides. Mais jamais elle n'avait été confrontée à une situation aussi délicate. Une femelle lynx roux en plein travail, dans un état d'épuisement critique, gardée par un chien de berger qui refusait de s'en éloigner. La science vétérinaire ne l'avait pas préparée à ce scénario. « Thomas, dit-elle en ouvrant sa mallette médicale, nous allons devoir improviser. Si nous voulons sauver cette femelle et ses petits, il va falloir travailler avec ton chien, pas contre lui. » Le fermier acquiesça, observant avec fascination la façon dont Echo restait parfaitement calme aux côtés du félin sauvage. « Que veux-tu que je fasse ? Parle-lui, rassure-le, explique-lui que nous sommes là pour aider. » Marie sourit devant l'expression dubitative de Thomas. « Je sais que ça peut sembler ridicule, mais les chiens de berger comme le tien comprennent bien plus que des simples ordres. Ils sont capables de saisir des intentions, des situations complexes. » Thomas s'approcha doucement, s'accroupissant à quelques mètres du duo improbable. « Echo, mon brave, murmura-t-il, on va aider ton ami, d'accord ? Il faut que tu nous fasses confiance. » Comme pour répondre, Echo tourna légèrement la tête vers son maître, puis regarda Luna, avant de se déplacer de quelques centimètres, créant un espace entre lui et la lynx, tout en restant suffisamment proche pour la surveiller. « C'est incroyable, » souffla Marie. « On dirait qu'il comprend exactement ce qui se passe. » Elle saisit cette opportunité pour s'approcher lentement, ses mouvements délibérément fluides et non menaçants. Luna, trop faible pour réagir avec son agressivité naturelle, observait la vétérinaire de ses yeux dorés mi-clos, la respiration laborieuse. « Doucement, ma belle, » murmura Marie en enfilant ses gants. « Je suis là pour t'aider, toi et tes petits. » L'examen préliminaire confirma ses craintes. Luna souffrait de déshydratation sévère et d'épuisement. Son corps amaigri témoignait de longues semaines de famine. Mais le plus préoccupant étaient les contractions irrégulières qui secouaient son corps, signe que le travail avait commencé, mais ne progressait pas normalement. « Elle n'a plus assez de force pour expulser les petits, » expliqua Marie à Thomas, qui observait à distance respectueuse. « Sans aide, ils vont mourir, et elle avec eux. » À ces mots, Echo émit un petit gémissement, comme s'il comprenait la gravité de la situation. « Il nous faut de l'eau tiède, des serviettes propres, et si tu as une couverture chauffante, ce serait idéal, » demanda Marie. « Et apporte-moi aussi le petit réchaud de ma voiture, j'ai des solutions de réhydratation à préparer. » Pendant que Thomas courait chercher le matériel nécessaire, Marie continua d'examiner Luna avec précaution. Elle pouvait sentir au moins 3 chatons à travers la paroi abdominale tendue. « Tu es une battante, » chuchota-t-elle à l'animal sauvage. « Accroche-toi encore un peu. » À sa grande surprise, Echo se rapprocha et commença à lécher doucement le museau de Luna, un comportement apaisant que les chiens réservent habituellement à leurs congénères en détresse. La lynx, au lieu de réagir avec hostilité, semblait puiser du réconfort dans ce geste. Thomas revint, les bras chargés de tout ce que Marie avait demandé. Ensemble, ils installèrent rapidement une sorte de nid d'urgence autour de Luna, couverture chauffante en dessous, serviette propre à portée de main. « Je vais lui administrer des fluides par voie sous-cutanée, » expliqua Marie en préparant une seringue. « C'est moins stressant qu'une intraveineuse pour un animal sauvage. Ensuite, si elle reprend un peu de force, nous pourrons l'aider pour la mise bas. »
L'injection fut un moment délicat. Marie s'attendait à une réaction défensive, même d'un animal affaibli. Mais à nouveau, Echo joua un rôle crucial. Au moment où l'aiguille pénétra la peau de Luna, le border collie se rapprocha encore, posant sa tête près de celle du lynx, émettant un son doux et régulier, presque hypnotique. « C'est comme s'il la rassurait », murmura Thomas, incrédule. Marie hocha la tête, terminant l'injection avec une dextérité née de l'expérience. Les comportements animaux ne cessent jamais de me surprendre. Certains chiens ont une empathie naturelle qui dépasse l'entendement. Les minutes s'écoulèrent, rythmées par la respiration de plus en plus régulière de Luna. La solution de réhydratation faisait son effet, redonnant progressivement des forces à son corps épuisé. Mais les contractions devenaient plus fréquentes, plus douloureuses aussi, arrachant parfois un gémissement au félin sauvage. « Le premier chaton arrive », annonça Marie, dont les mains expérimentées palpaient délicatement l'abdomen distendu. « Thomas, prépare-toi à m'assister. » Le fermier, qui avait aidé à la naissance de nombreux agneaux dans sa vie, savait ce qu'on attendait de lui. Il disposa les serviettes, prêt à recevoir et à sécher les nouveau-nés. Ce qui suivit fut un balai délicat entre intervention humaine et processus naturel. Marie guidait sans forcer, aidant juste assez pour suppléer aux forces défaillantes de Luna. Thomas attendait, prêt à prendre en charge chaque chaton dès son arrivée. Et Echo restait là, sentinelle improbable, sa présence semblant donner à Luna la confiance nécessaire pour s'abandonner à ses mains étrangères dans son moment de plus grande vulnérabilité. Le premier chaton apparut enfin, minuscule boule de fourrure tachetée encore enveloppée dans sa membrane amniotique. Marie le dégagea rapidement, le sécha avec des gestes experts, stimulant sa respiration. « Une femelle », annonça-t-elle avec un sourire, déposant le petit être frémissant près de la tête de Luna pour qu'elle puisse le lécher. À la surprise générale, ce fut Echo qui se pencha le premier, léchant doucement le chaton pour l'aider à respirer, prenant sur lui un rôle normalement réservé à la mère. Luna, trop épuisée pour protester, semblait accepter cette aide inattendue. Le miracle se répéta 2 fois encore. Un deuxième chaton, puis un troisième rejoignirent le premier. Tous 3 miraculeusement vivants malgré les circonstances précaires de leur naissance. « C'est extraordinaire », souffla Thomas. « Ils sont tous vivants. » Marie acquiesça, mais son visage restait tendu. Luna n'est pas tirée d'affaire pour autant. Les prochaines heures seront critiques. Elle a perdu beaucoup de sang et son corps est à la limite de ses capacités. Comme pour confirmer ses craintes, la lynx, après un dernier effort pour lécher ses petits, laissa retomber sa tête, ses yeux se fermant lentement. Sa respiration devint superficielle, préoccupante. « Non, non, non », murmura Marie, recommençant immédiatement à préparer une nouvelle injection. « Pas maintenant, pas après être venu si loin. » Echo, sentant le danger, se mit à gémir doucement, poussant du museau la tête de Luna, comme pour l'encourager à rester éveillée. Les 3 chatons, encore aveugles et vulnérables, cherchaient instinctivement la chaleur maternelle, leur petit corps se pressant contre le flanc de leur mère, qui répondait de moins en moins. « Thomas, il faut la transporter d'urgence au centre, » décida Marie. « Je peux faire plus pour elle là-bas. Prépare ta camionnette, nous allons créer une civière de fortune. » Mais alors qu'il s'activait pour organiser le transport, un nouveau problème surgit. Les chatons, séparés de leur mère pendant le transfert, risquaient de ne pas survivre au trajet. Ils étaient trop petits, trop fragiles pour maintenir leur température corporelle sans aide. « Je pourrais les mettre dans ma veste contre ma peau », suggéra Thomas. Marie secoua la tête. « Ils ont besoin de plus que de la chaleur. Ils ont besoin du contact, de l'odeur familière, d'être léchés régulièrement pour stimuler leur fonction. » C'est alors qu'Echo fit quelque chose qui laissa les 2 humains sans voix. Avec une délicatesse infinie,
Il s'allongea près des chatons, créant une barrière protectrice avec son corps, puis commença à les lécher un par un, reproduisant exactement les mouvements d'une mère féline prenant soin de ses petits. « C'est impossible », balbutia Thomas. Comment peut-il savoir quoi faire? Marie, dont la carrière l'avait pourtant exposée aux comportements animaux les plus étonnants, semblait tout aussi stupéfaite. Certains comportements parentaux sont instinctifs et transcendent parfois les barrières entre espèces, mais à ce niveau de précision, c'est presque comme s'il avait déjà élevé des chatons auparavant. Un gémissement faible attira leur attention vers Luna. La lynx, luttant contre l'épuisement, avait rouvert les yeux et observé le chien prendre soin de sa progéniture. Dans ce regard doré brillait une lueur, non pas de méfiance ou d'hostilité, mais quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. « Je crois qu'elle lui fait confiance », murmura Marie émerveillée. « Elle lui confie ses petits. » Cette réalisation changea immédiatement leur approche. « Si nous séparons les chatons d'Echo maintenant, nous risquons de briser cette dynamique miraculeuse, » réfléchit Marie à voix haute. « Peut-être devrions-nous les emmener tous ensemble, » compléta Thomas. « Luna, les chatons et Echo, comme une famille. » La vétérinaire hocha lentement la tête. « Une famille, la plus improbable qui soit. Mais oui, c'est notre meilleure chance. » Le soleil atteignait son zénith tandis qu'il préparait ce transport extraordinaire, ignorant encore à quel point cette journée allait changer leur vie et défier tout ce que la science pensait savoir sur les relations entre espèces. Sur le chemin de terre poussiéreux de la ferme Lefebvre, un nouveau chapitre s'écrivait dans le grand livre de la nature, un chapitre où instinct et compassion transcendaient les anciennes rivalités. Le trajet vers le centre vétérinaire ressemblait à une opération militaire minutieusement orchestrée. À l'arrière de la camionnette de Thomas, Marie avait créé un nid de fortune avec couvertures et serviettes où Luna gisait, perfusée et sous surveillance constante. Contre toute attente, Echo avait pris place à ses côtés, les 3 chatons nouveau-nés blottis entre son ventre chaud et le flanc de leur mère. Doucement sur les bosses, lança Marie à Thomas, qui conduisait avec une concentration extrême. Chaque secousse pourrait aggraver l'état de Luna. Le centre de soins pour animaux sauvages se trouvait à 20 km de la ferme, une distance qui semblait interminable dans ces circonstances. Marie ne quittait pas des yeux ces patients improbables, prenant régulièrement le pouls de Luna, vérifiant la température des chatons. « Comment va-t-elle » demanda Thomas, son regard alternant entre la route et le rétroviseur. « Stable, mais fragile, » répondit Marie. « Si nous arrivons dans les 15 prochaines minutes, ses chances seront bien meilleures. » Ce qu'elle ne disait pas, c'était à quel point la scène qu'elle observait défiait toutes ses connaissances scientifiques. Echo, ce chien de berger qui aurait dû considérer le lynx comme une menace, continuait de lécher les chatons avec une délicatesse maternelle, stimulant leur circulation et leur système digestif. De temps à autre, il posait son museau contre celui de Luna, comme pour l'encourager à tenir bon. La route sinueuse céda finalement place à une allée bordée d'arbres, menant à un complexe moderne aux lignes épurées. Le centre de réhabilitation de la faune sauvage de Beaumont était l'une des installations les plus avancées de la région, fruit du travail acharné de Marie et de son équipe ces 10 dernières années. « Nous y sommes », annonça Thomas, en freinant doucement devant l'entrée réservée aux urgences. Marie avait déjà prévenu son équipe par téléphone, mais rien n'aurait pu les préparer au spectacle qui les attendait. Lorsque les portes arrière de la camionnette s'ouvrirent, révélant ce tableau improbable d'un chien veillant sur une lynx et ses petits, un silence stupéfait s'installa. « Bon sang, Marie !» s'exclama Julien, le technicien vétérinaire principal. « Quand tu as parlé d'un cas inhabituel, je ne m'attendais pas à ça. » « Discutons plus tard, » trancha Marie. « Luna est en état critique.
Bloc de soins intensifs maintenant. L'équipe se mit immédiatement en action, déployant une civière spéciale pour transporter la lynx. Mais lorsqu'ils tentèrent de séparer les chatons pour les placer dans une couveuse portative, Echo émit un grognement d'avertissement, le premier signe d'agressivité depuis le début de cette étrange aventure. « Attendez, » intervint Thomas. « Je crois qu'il veut rester avec eux. » Marie observa la scène, son esprit scientifique en conflit avec ce qu'elle voyait. « C'est contraire à tous nos protocoles, mais je crois que Thomas a raison. Julien, prépare un enclos de quarantaine assez grand pour tous les quatre. »« Tu plaisantes ?» protesta Julien. « Un chien domestique avec des lynx nouveau-nés ?»« Regarde-les, » répondit simplement Marie. Echo s'était repositionné, son corps formant une barrière protectrice autour des chatons, ses yeux attentifs fixés sur l'équipe médicale avec une intelligence presque surnaturelle. « Je n'ai jamais rien vu de tel, » murmura Julien, cédant finalement. « L'enclos 3 est assez grand, je vais le préparer. » Pendant les 2 heures qui suivirent, l'équipe médicale se concentra sur Luna. La lynx reçut une transfusion sanguine, des antibiotiques pour prévenir toute infection et une alimentation par sonde pour restaurer rapidement ses forces. Tout ce temps, Echo resta avec les chatons dans un coin de la salle de soins, attentif mais calme, les gardant propres et au chaud. Thomas, qui avait refusé de partir, observait la scène depuis un tabouret dans le coin de la pièce. « Je n'arrive toujours pas à comprendre, » dit-il à Marie, lorsqu'elle vint finalement lui donner des nouvelles. « Comment est-ce possible ?» La vétérinaire s'assit à côté de lui, l'épuisement marquant ses traits. « Scientifiquement parlant, je n'en ai aucune idée. Les comportements maternels de substitution existent chez certaines espèces, mais généralement entre animaux plus proches. Un chien prenant soin de chatons domestiques, ça s'est déjà vu. Mais un border collie adoptant des lynx sauvages, en protégeant leur mère, une prédatrice, c'est... » Elle chercha ses mots. « C'est comme si Echo avait transcendé son propre instinct. »« Il a toujours été spécial, » murmura Thomas. « Plus intelligent, plus intuitif que tous les chiens que j'ai connus. Mais ça... » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Sophie, la biologiste spécialiste des félins sauvages que Marie avait fait appeler. « J'ai fait aussi vite que j'ai pu, » annonça-t-elle essoufflée. « Où était notre patiente miracle ?» Marie la conduisit au chevet de Luna, dont l'état s'était légèrement stabilisé. Sophie examina la lynx avec des gestes experts, puis observa longuement les chatons et leurs protecteurs canins. « C'est la femelle que nous suivions depuis l'hiver dernier, » confirma-t-elle après avoir vérifié un minuscule tatouage à l'intérieur de l'oreille de Luna. Elle était équipée d'un collier émetteur qui a cessé de fonctionner il y a environ 2 mois. Nous la pensions morte. « Que sais-tu d'elle » demanda Marie. « Elle est jeune, probablement sa première portée. Son territoire habituel est à près de 30 km d'ici, dans la réserve forestière. La sécheresse l'a probablement poussée à s'aventurer plus loin pour chercher de la nourriture. » Sophie s'interrompit, contemplant Echo avec fascination. Quant à cette relation avec le chien, c'est sans précédent dans la littérature scientifique. Julien, qui préparait une nouvelle perfusion, intervint. Peut-être que le chien a déjà eu un contact avec des félins, un conditionnement antérieur. Thomas secoua la tête. Echo a grandi à la ferme depuis qu'il est chiot. Les seuls chats qu'il a connus sont nos 2 matous de grange, et il les tolère à peine. « Il y a quelque chose d'autre, » murmura Sophie, s'accroupissant pour observer de plus près. « Regardez comment il les lèche, exactement comme le ferait une mère lynx. Ces mouvements spécifiques ne sont pas instinctifs pour un chien. C'est presque comme s'il savait. » Un silence méditatif s'installa dans la pièce, chacun contemplant ce mystère qui semblait défier toute explication rationnelle. Ce fut Echo lui-même qui brisa ce moment. Se levant avec précaution pour ne pas déranger les chatons endormis, il s'approcha de Luna et lécha doucement son museau.
La lynx, encore faible mais plus alerte qu'à leur arrivée, répondit en clignant lentement des yeux, un signe de confiance chez les félins. Elle l'accepte complètement, s'émerveilla Sophie. C'est comme s'ils communiquaient. Marie, dont l'esprit scientifique cherchait toujours des explications logiques, proposa « Les phéromones, peut-être ? Des signaux chimiques que nous ne pouvons pas percevoir ? Ou simplement deux êtres qui se reconnaissent au-delà des barrières d'espèces ?» suggéra Thomas, surprenant les scientifiques par cette réflexion philosophique inattendue venant d'un homme habituellement pragmatique. La nuit tomba sur le centre, amenant une routine inhabituelle. L'équipe installa un système de surveillance vidéo pour documenter ce phénomène extraordinaire et organisa des tours de garde pour surveiller l'état de Luna. Thomas, malgré les protestations de Marie qui lui suggérait de rentrer se reposer, insista pour rester près d'Echo. « Il ne m'obéirait pas si je lui demandais de venir », expliqua-t-il avec un sourire résigné. « Et pour être honnête, je ne veux pas manquer un instant de quoi que ce soit qui se passe ici. » Vers minuit, alors que le centre était plongé dans une semi-pénombre, un événement inattendu vint encore complexifier cette situation déjà extraordinaire. Luna, rassemblant ses forces, commença à se redresser légèrement. Sous les yeux stupéfaits de Marie qui assurait la garde, la lynx se traîna jusqu'au chaton et commença maladroitement à les lécher. Au lieu de s'écarter ou de montrer des signes de possession, Echo se déplaça simplement pour lui faire de la place, s'allongeant de façon à ce que son corps continue de fournir chaleur et soutien, mais permettant à la mère d'accéder pleinement à ses petits. « C'est comme s'ils se relayaient », murmura Marie dans le microphone du système d'enregistrement. « Coopération interspécifique au service des nouveau-nés. » Dehors, la lune baignait le paysage d'une lumière argentée, tandis qu'à l'intérieur du centre, une nouvelle forme de relation entre prédateurs ancestralement opposés prenait forme, une alliance que personne n'aurait cru possible, guidée par quelque chose de plus profond que l'instinct, de plus fondamental que la science ne pouvait encore l'expliquer. L'aube apporterait de nouveaux défis, de nouvelles questions. Mais pour l'instant, dans la quiétude de cette nuit extraordinaire, lynx et chien veillaient ensemble sur trois minuscules vies, redéfinissant les frontières de ce que tous croyaient savoir sur le monde animal. Les jours qui suivirent furent marqués par une évolution spectaculaire. Luna, contre toute attente médicale, reprenait des forces à une vitesse remarquable. Les chatons, désormais nommés Silva, Rox et Zéphyr, s'épanouissaient sous les soins combinés de leur mère biologique et de leur protecteur canin. Quant à Echo, il semblait avoir trouvé une nouvelle vocation, adaptant son comportement avec une précision qui stupéfiait les spécialistes. « C'est fascinant », observa Sophie en filmant méticuleusement leurs interactions. « Regardez comment ils s'écartent quand Luna veut allaiter mais reste toujours à proximité comme une sentinelle. » Marie hocha la tête, tout aussi captivée. Et quand elle se repose, il prend immédiatement le relais pour toiletter les petits. Ils ont établi une routine parfaitement synchronisée. Le 4e jour, l'équipe scientifique du centre avait complètement réorganisé ses priorités. Une pièce entière avait été dédiée à l'observation de ce qu'ils appelaient désormais la famille mixte. Des chercheurs en comportement animal de l'université voisine avaient été invités à venir documenter ce phénomène sans précédent. Nous pourrions être témoins d'une découverte fondamentale sur la plasticité comportementale des prédateurs, expliqua le professeur Lambert, éthologue de renom, après sa première session d'observation. Ces interactions défient toutes nos théories sur les comportements innés et acquis. Thomas, qui continuait de venir quotidiennement malgré ses obligations à la ferme, observait tout cela avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Echo était devenu le centre d'attention d'un cercle grandissant de scientifiques, mais le fermier s'interrogeait sur les conséquences à long terme. « Que va-t-il se passer quand Luna sera complètement rétablie ?» demanda-t-il à Marie pendant l'une de ses visites. « Et les petits,
Ils seront relâchés dans la nature, n'est-ce pas? La vétérinaire soupira, s'asseyant sur le banc à côté de lui. À travers la vitre d'observation, il pouvait voir Echo allongé près de Luna, les 3 chatons jouant maladroitement entre eux. C'est la grande question, Thomas. En théorie, oui, notre mission est de réhabiliter les animaux sauvages pour les relâcher. Mais cette situation, elle fit un geste vers la scène devant eux. Elle est sans précédent. Les chatons s'imprègnent à la fois des comportements de leur mère et de ceux d'Echo. Nous ignorons comment cela affectera leur développement, leur capacité à survivre en milieu naturel. Une semaine après le sauvetage, ce qui avait commencé comme un cas médical extraordinaire était devenu un phénomène médiatique. Sophie, soucieuse de l'importance scientifique de leurs observations, avait partagé quelques images avec des collègues qui les avaient à leur tour transmises à d'autres. Inévitablement, l'histoire avait atteint la presse locale. Une amitié impossible. Un chien adopte des bébés lynx, titrait le journal régional, accompagné d'une photo prise à distance montrant Echo veillant sur les chatons. La réaction du public fut immédiate et enthousiaste. Dès le lendemain, le téléphone du centre ne cessait de sonner. Des journalistes, des écoles, des particuliers, tous voulaient en savoir plus sur cette histoire extraordinaire. « Nous devons gérer cela avec précaution », avertit Marie lors d'une réunion d'urgence avec son équipe. Ces animaux ne sont pas des attractions de zoo. Luna reste un prédateur sauvage en convalescence, et notre priorité doit être son bien-être et celui de ses petits. Mais l'enthousiasme du public était difficile à contenir. Des dons commencèrent à affluer vers le centre, accompagnés de lettres touchantes et de dessins d'enfants représentant le chien et la famille de lynx. L'histoire touchait une corde sensible chez beaucoup, incarnant un idéal de coexistence pacifique qui résonnait particulièrement à notre époque. Face à cette attention croissante, Marie élabora un plan stratégique. Un système de caméras fut installé dans l'enclos, permettant au public de suivre l'évolution de la famille via un flux vidéo en direct sur le site web du centre, sans perturber les animaux. Des sessions éducatives hebdomadaires furent organisées pour les écoles, où Sophie expliquait les particularités biologiques des lynx et l'importance de leur conservation. Nous transformons cette curiosité en opportunité pédagogique, expliqua Marie à Thomas, qui s'inquiétait de voir son chien devenir une célébrité. Et ne t'en fais pas pour Echo, il ne semble même pas remarquer les caméras. En effet, le border collie restait remarquablement concentré sur sa mission auto-assignée. Sa routine s'était affinée avec le temps. Il partageait la garde des chatons avec Luna, lui laissant l'allaitement et prenant en charge une grande partie du toilettage et de la surveillance. Plus surprenant encore, il semblait avoir développé une technique pour encourager les jeunes lynx à exercer leurs instincts naissants. « Regardez ça !» s'exclama Julien un matin, pointant l'écran de surveillance. Echo avait apporté un petit jouet en peluche dans l'enclos et le faisait bouger devant les chatons d'une manière qui imitait le mouvement d'une proie. Il leur apprend à chasser. Sophie, qui compilait méthodiquement toutes ses observations pour un futur article scientifique, nota avec émerveillement. Il adapte ses comportements d'instinct de berger pour stimuler leurs réflexes de prédateurs. C'est comme s'ils comprenaient exactement ce dont ils ont besoin pour devenir des lynx fonctionnels. 2 semaines après leur arrivée, un nouvel élément vint s'ajouter à cette situation déjà extraordinaire. Luna, désormais capable de se déplacer normalement et ayant retrouvé une bonne partie de son poids santé, commença à montrer des signes de vouloir enseigner à Echo. Cela commença subtilement. La lynx, après avoir observé le chien interagir avec ses petits, se mit à exécuter certains comportements de manière exagérée, comme lors du toilettage ou de la discipline des chatons. Elle semblait attendre qu'Echo l'observe, puis répéter le geste jusqu'à ce qu'il l'imite. « Elle l'éduque », murmura le professeur Lambert, incrédule. « C'est un transfert comportemental bidirectionnel. » Cette coopération atteignit son apogée lors d'un incident qui aurait pu tourner au drame
Silva, la plus aventureuse des chatons, avait trouvé un moyen de grimper sur une branche artificielle dans l'enclos, mais se retrouvait maintenant incapable de redescendre, miaulant de détresse. Luna, observant la situation, ne fit pas ce que tout le monde attendait, bondir pour récupérer son petit. Au lieu de cela, elle tourna son regard vers Echo, émettant un son rauque particulier. Le border collie réagit immédiatement, se positionnant sous la branche, aboyant doucement pour attirer l'attention du chaton. Quand Silva regarda vers le bas, Echo se tut et recula légèrement, créant un espace invitant. Après quelques instants d'hésitation, le chaton se laissa tomber, atterrissant maladroitement mais en sécurité près du chien, qui le poussa immédiatement vers sa mère pour inspection. « Ils collaborent », balbutia Julien. « Ils utilisent leurs compétences complémentaires pour résoudre des problèmes. » Cette capacité d'adaptation mutuelle suscitait autant d'émerveillement que de questions. Si Luna et Echo pouvaient transcender des millénaires d'évolution séparées pour coopérer ainsi, quelles autres barrières interspécifiques pouvaient être surmontées? Et surtout, quel impact cela aurait-il sur le développement des chatons? Les premières réponses commencèrent à émerger à mesure que Silva, Rox et Zéphyr grandissaient. À 3 semaines, leurs yeux étaient complètement ouverts, leur coordination s'améliorait et leur personnalité distincte s'affirmait. Plus fascinant encore, ils semblaient naviguer intuitivement entre les mondes félins et canins. Ils miaulant pour Luna, mais gémissent pour attirer l'attention d'Echo, nota Sophie. C'est comme s'ils développaient un bilinguisme comportemental. Pendant ce temps, l'engouement public ne faiblissait pas. Le flux vidéo en direct comptait désormais des spectateurs du monde entier. Des propositions de livres, de documentaires et même de films d'animation affluaient. Marie, soucieuse de préserver l'intégrité scientifique de la situation, filtrait rigoureusement ses demandes, mais reconnaissait également l'opportunité unique de sensibilisation. « Notre centre n'a jamais reçu autant de soutien », confia-t-elle à Thomas lors d'une de ses visites. « Les dons nous permettent d'améliorer nos installations pour tous nos patients, pas seulement pour Luna et ses petits. » Thomas acquiesça, regardant Echo avec un mélange de fierté et de mélancolie. « Il est heureux ici, n'est-ce pas? Plus heureux qu'il ne l'a jamais été à la ferme. » Marie posa une main réconfortante sur son épaule. « Il a trouvé une vocation extraordinaire, c'est vrai. Mais n'oublie pas qu'il te choisit chaque jour aussi. Regarde comme il s'illumine quand tu arrives. » En effet, malgré son dévouement envers la famille de Lynx, Echo manifestait toujours une joie évidente lorsque son maître apparaissait, courant vers lui pour une brève salutation avant de retourner à ses responsabilités. « La grande question reste entière, » soupira Thomas. « Que va-t-il se passer quand il sera temps de les relâcher ?» Marie n'avait pas de réponse simple. Cette situation sans précédent les conduisait en territoire inconnu où science, éthique et émotion s'entremêlaient inextricablement. Mais une chose était certaine, ce qui se déroulait sous leurs yeux changeait profondément leur compréhension des relations entre espèces. Et peut-être, songeait-elle en observant Luna et Echo partageant un moment de repos paisible, leur corps formant un cercle protecteur autour des chatons endormis. Peut-être que la plus grande leçon de cette histoire extraordinaire était que la nature avait encore le pouvoir de nous surprendre, de défier nos certitudes les plus établies par des actes de coopération que nous pensions impossibles. À mesure que les semaines passaient, les chatons grandissaient à vue d'œil. Leur fourrure tachetée s'épaississait, leurs mouvements devenaient plus assurés et leurs jeux plus complexes. À 5 semaines, ils commençaient déjà à montrer des comportements de prédateurs en herbe, s'embusquant les uns les autres, pratiquant leurs bonds et leurs techniques de capture sur les jouets spécialement conçus par l'équipe du centre. Cette évolution naturelle, bien que réjouissante d'un point de vue médical, soulevait des questions de plus en plus pressantes sur leur avenir. L'équipe scientifique se divisait progressivement en 2 écoles de pensée. Ces chatons sont des lynx roux, des animaux sauvages,
insistait le docteur Moreau, spécialiste en réhabilitation de la faune, fraîchement arrivé d'une conférence internationale pour observer le phénomène. Notre objectif doit être leur réintroduction dans la nature. Cela signifie commencer rapidement un protocole de désensibilisation humaine et canine. Sophie, qui avait développé un attachement particulier pour cette famille improbable, défendait une position plus nuancée. Nous parlons d'une situation sans précédent. Ces chatons sont exposés à des comportements mixtes depuis leur naissance. Nous ignorons comment cela affecte leur développement neurologique, leur imprégnation, leur capacité future à fonctionner dans un environnement sauvage. Ces débats professionnels se déroulaient généralement dans la salle de conférence du centre, mais leurs échos atteignaient inévitablement l'enclos où vivait la famille mixte. Marie, en tant que directrice, tentait de maintenir une approche équilibrée, consciente des enjeux multiples. Personne ici ne remet en question notre mission fondamentale, expliqua-t-elle lors d'une réunion particulièrement tendue. Ces animaux sont destinés à retrouver leur liberté. La question est, comment procéder sans compromettre tout ce qu'ils ont développé? Un matin de la 6e semaine, un incident vint complexifier davantage la situation. L'un des techniciens, en apportant la nourriture habituelle, laissa accidentellement tomber un plateau métallique qui produisit un fracas assourdissant dans l'enclos. La réaction fut immédiate et révélatrice. Luna, fidèle à ses instincts sauvages, bondit sur ses pattes en position défensive, poils hérissés et crocs découverts, tandis qu'Echo rassemblait rapidement les chatons derrière lui. Ce qui suivit surprit tout le monde. Au lieu de se calmer séparément, les deux adultes échangèrent des regards et des postures subtiles, comme communiquant par un langage silencieux. Puis, ensemble, ils guidèrent les chatons vers un abri sécurisé au fond de l'enclos, Echo prenant l'arrière-garde pendant que Luna ouvrait la voie. « Coordination tactique interspécifique », murmura le professeur Lambert, qui observait la scène. Ils combinent leurs instincts de protection dans une stratégie unifiée. Cet événement fut largement discuté lors de la réunion suivante. « C'est précisément ce qui m'inquiète », intervint le docteur Moreau. « Ces chatons apprennent des comportements hybrides qui n'existent pas dans la nature. Comment survivront-ils quand ils devront chasser seuls, défendre un territoire ou interagir avec d'autres lynx? Ou peut-être, contra Sophie, développent-ils une intelligence adaptative supérieure, une capacité à lire et répondre à des signaux interspécifiques qui pourraient en fait améliorer leurs chances de survie dans un monde de plus en plus dominé par l'homme? Pour Thomas, qui assistait occasionnellement à ces débats en tant que propriétaire d'Echo, ces discussions scientifiques semblaient parfois manquer l'essentiel. Un après-midi, alors qu'il observait son chien guider patiemment Zéphyr, le plus timide des chatons, à travers un parcours d'obstacles rudimentaires, il confia à Marie « Ils sont heureux ensemble. Est-ce que ça ne compte pas aussi ?» La vétérinaire sourit tristement. « Bien sûr que ça compte, Thomas. Mais nous devons penser à long terme. Luna est un animal sauvage, ses petits aussi. La captivité permanente ne serait pas éthique, même dans les meilleures conditions. » La question de l'avenir de cette famille inhabituelle prenait une dimension publique. Les médias internationaux avaient repris l'histoire et le flux vidéo en direct comptait désormais des centaines de milliers d'abonnés. Des lettres arrivaient quotidiennement, beaucoup implorant le centre de garder la famille unie. Ne les séparez pas, créez un sanctuaire pour eux, ils nous enseignent la coexistence. Les appels émotionnels se multipliaient, mettant une pression supplémentaire sur l'équipe scientifique. Face à cette situation complexe, Marie décida d'organiser une conférence spéciale réunissant experts en comportement animal, biologistes de la conservation, éthologues et spécialistes de la réhabilitation. L'objectif, élaborer un protocole sur mesure pour cette situation sans précédent. Pendant ce temps, au sein de l'enclos, la dynamique familiale continuait d'évoluer. Luna, désormais complètement rétablie,
avait commencé à initier ses petits aux rudiments de la chasse. Elle rapportait de petites proies fournies par le centre et démontrait méticuleusement les techniques d'approche, de capture et de mise à mort. Les chatons, de plus en plus vifs, imitaient ses mouvements avec un enthousiasme croissant. Echo, loin de s'interposer dans cet apprentissage crucial, semblait comprendre son importance. Il s'écartait lors de ses leçons, observant attentivement mais n'intervenant pas. Son rôle évoluait subtilement, passant de parent de substitution à ce que Sophie appelait un mentor complémentaire. Il leur enseigne des compétences différentes, expliqua-t-elle à Thomas. Observation, patience, travail d'équipe, des qualités qui ne sont pas incompatibles avec leur nature de prédateurs solitaires, mais qui pourraient enrichir leur répertoire comportemental. Cette coévolution fascinait les scientifiques, mais compliquait également la planification. Traditionnellement, la réhabilitation des félins orphelins suivait un protocole strict minimisant tout contact humain ou non naturel. Ici, l'influence d'Echo était profondément intégrée au développement des chatons. L'éliminer brutalement risquait de créer un traumatisme. La maintenir trop longtemps pouvait compromettre leur capacité à fonctionner comme des lynx indépendants. La conférence spéciale se tint dans un hôtel proche du centre, rassemblant une trentaine d'experts de divers horizons. Après 2 jours de présentation, de débats parfois houleux et de sessions d'observation, un consensus commença à émerger. Une approche progressive et expérimentale serait nécessaire. Nous proposons un protocole en 3 phases, présenta Marie lors de la session finale. Première phase, transition vers un enclos semi-naturel plus vaste où Luna pourra approfondir l'éducation de chasse des chatons, avec Echo présent mais moins impliqué. Deuxième phase, introduction de périodes de séparation graduelle entre les chatons et Echo, tout en maintenant un contact visuel. Troisième phase, transfert vers un enclos préparatoire isolé en forêt, avant relâcher final de Luna et ses petits. Cette proposition, bien qu'imparfaite aux yeux de certains puristes, représentait un compromis acceptable pour la majorité. Elle reconnaissait à la fois les besoins biologiques des lynx et la réalité exceptionnelle de leur développement précoce. Pour Thomas, l'annonce de ce plan suscita des sentiments mitigés. D'un côté, il comprenait la nécessité de préparer les lynx à leur vie sauvage. De l'autre, l'idée de séparer progressivement Echo de la famille qu'il avait adoptée lui serrait le cœur. « Combien de temps durera chaque phase ?» demanda-t-il à Marie après la présentation. « Plusieurs semaines, voire mois pour les premières phases, » répondit-elle. « Nous suivrons le rythme des chatons, leur développement. Rien ne sera précipité. » Le fermier hocha la tête, regardant à travers la vitre d'observation Echo qui jouait délicatement avec Rox, le plus énergique des chatons. Et s'il ne veut pas les quitter? Marie n'avait pas de réponse simple. Cette question reflétait la complexité de leur situation, où instinct, attachement et nécessité biologique s'entrelaçaient d'une façon que personne n'avait anticipée. La mise en œuvre du nouveau protocole commença la semaine suivante. Un enclos beaucoup plus vaste fut préparé dans une zone boisée adjacente au centre, près d'un hectare sécurisé comprenant des arbres, des rochers, un petit ruisseau et diverses caches naturelles. Cet environnement, bien que toujours contrôlé, offrirait un espace bien plus proche des conditions sauvages. Le jour du transfert arriva, chargé d'appréhension pour toute l'équipe. Comment Luna et les chatons réagiraient-ils à ce nouvel environnement? Echo comprendrait-il son rôle évolutif dans ce protocole? Les premières heures après le déménagement furent révélatrices. Luna explora méthodiquement chaque recoin du nouvel espace, marquant son territoire, identifiant les points stratégiques. Les chatons, désormais âgés de 7 semaines, la suivaient comme des ombres tachetées, absorbant ses comportements avec une attention intense. Echo, fidèle à sa nature adaptable, semblait comprendre intuitivement que quelque chose avait changé. Il resta d'abord près de l'entrée de l'enclos, observant avant de commencer sa propre exploration,
maintenant toujours une distance respectueuse avec la famille féline. Il recalibre sa relation avec eux, nota Sophie, observant depuis la plateforme surélevée spécialement construite. C'est comme s'il sentait que nous entrons dans une nouvelle phase. Cette intelligence situationnelle du border collie ne cessait d'étonner les scientifiques. Alors que le soleil descendait sur cette première journée dans le nouvel enclos, un tableau émouvant se dessina. Luna et ses chatons s'étaient installés sur un affleurement rocheux baigné par les derniers rayons, tandis qu'Echo s'était positionnée en contrebas, sentinelle vigilante mais non intrusive, comme reconnaissant que dans cet espace plus sauvage, son rôle devait évoluer. L'enclos semi-naturel devint rapidement un laboratoire vivant d'adaptation et d'évolution comportementale. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes, chaque semaine modifiait subtilement la dynamique entre les animaux. Une caméra sophistiquée installée sur la plateforme d'observation permettait de documenter cette expérience sans précédent, tandis qu'un système de microphone captait les vocalisations et communications sonores. Luna, libérée des contraintes de l'espace restreint, s'épanouissait dans ce nouvel environnement. Son instinct maternel, temporairement partagé avec Echo pendant sa convalescence, reprenait désormais pleinement ses droits. Elle guidait ses petits à travers le territoire, leur enseignant à repérer les emplacements stratégiques, points d'eau, zones de chasse potentielles, abris sécurisés. Elle cartographie mentalement l'espace, expliqua Sophie aux visiteurs scientifiques qui se relayaient pour observer le phénomène. C'est exactement ce qu'elle ferait dans la nature pour préparer ses petits à l'indépendance. Les chatons, maintenant âgés de 8 semaines, montraient des signes évidents de maturation. Leur coordination s'améliorait quotidiennement. Leur jeu devenait plus élaboré et délibérément orienté vers l'acquisition de compétences de prédation. Silva excellait particulièrement dans l'art de l'embuscade, se dissimulant patiemment dans les hautes herbes avant de bondir sur ses frères. Rox développait une impressionnante capacité à grimper, explorant chaque branche accessible avec une agilité croissante. Quant à Zéphyr, le plus réservé, il compensait sa timidité par une observation méticuleuse, souvent capable d'imiter parfaitement un comportement après l'avoir simplement étudié. Echo, conformément au protocole établi, modifiait progressivement son implication. Le border collie, faisant preuve d'une sensibilité remarquable à la situation, semblait avoir compris intuitivement que sa présence devait devenir moins centrale. Il passait désormais une partie de ses journées à distance, observant depuis des points stratégiques, n'approchant que lorsque Luna s'éloignait pour chasser ou se reposer. « C'est fascinant », nota le professeur Lambert lors d'une de ses visites hebdomadaires. Il n'agit plus comme un parent de substitution, mais plutôt comme ce qu'on pourrait appeler un oncle dans certaines structures sociales animales, présent, protecteur, mais non dominant. Cette évolution ne se faisait pas sans moments émouvants. Un soir, alors que Thomas venait chercher Echo pour sa première nuit de séparation planifiée, une étape cruciale du protocole, le chien hésita longuement à la porte de l'enclos, regardant alternativement son maître et la famille féline endormie au loin. « Viens, mon vieux », murmura Thomas, la gorge serrée par l'émotion. « Tu reviendras demain. » Echo finit par obéir, mais son regard expressif restait tourné vers l'enclos, tandis qu'il s'éloignait aux côtés de son maître. Le lendemain matin, quand Thomas ramena Echo comme promis, un moment inattendu vint confirmer la profondeur du lien établi. À peine entré dans l'enclos, le chien fut accueilli par les 3 chatons qui dévalèrent la pente pour le rejoindre, leur petit corps vibrant d'excitation. Plus surprenant encore, Luna observait la scène depuis un rocher, sans la moindre hostilité, comme si elle aussi reconnaissait l'importance de cette présence dans la vie de ses petits. Cette séparation nocturne est peut-être l'élément le plus important du protocole, expliqua Marie à l'équipe. Elle habitue progressivement tout le monde à l'idée que la séparation n'est pas définitive, qu'Echo peut partir et revenir, préparant ainsi la transition vers une indépendance plus complète.
La 10e semaine apporta un défi inattendu. Un orage violent s'abattit sur la région, déversant des trombes d'eau sur l'enclos semi-naturel pendant près de 3 jours. Le ruisseau qui traversait l'espace gonfla dangereusement, inondant une partie de la zone boisée où Luna avait établi l'un de ses abris préférés. L'équipe du centre observait avec inquiétude comment la famille allait gérer cette perturbation naturelle. C'était un test non planifié, mais précieux pour évaluer leur capacité d'adaptation. Ce qui se produisit dépassa toutes les attentes. Luna, sentant le danger avant même que l'eau n'atteigne un niveau critique, commença à déplacer ses chatons vers une zone plus élevée. Echo, qui avait été gardé au centre cette nuit-là en raison de l'orage, montrait des signes d'agitation évidents, tentant d'attirer l'attention sur la situation. « Il faut le laisser y aller », insista Thomas, voyant son chien gratter frénétiquement à la porte de sa cage. Marie hésita puis acquiesça. C'est une opportunité d'observation exceptionnelle. Voyons comment ils vont coopérer face à un danger naturel. Dès qu'Echo fut libéré dans l'enclos, une coordination remarquable se mit en place. Luna continuait de guider les chatons à travers le terrain détrempé, tandis qu'Echo, utilisant son instinct de berger, les encourageait à suivre un chemin précis, évitant les zones où le courant était le plus fort. « C'est incroyable », murmura Sophie qui filmait la scène. « Ils ont développé une stratégie complémentaire. Luna connaît les dangers, mais Echo comprend mieux comment organiser un déplacement de groupe. » Quand l'eau commença à envahir même les zones plus élevées, Luna fit quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de continuer à fuir avec ses petits, elle sembla communiquer avec Echo par une série de regards et de mouvements subtils. Le chien réagit immédiatement, prenant la relève de la surveillance des chatons pendant que la lynx disparaissait dans la végétation détrempée. Elle revint 20 minutes plus tard, semblant guider le groupe vers une direction précise. L'équipe, suivant leur progression via les caméras, découvrit que Luna avait localisé une petite grotte naturelle dans l'affleurement rocheux, un abri parfait, sec et surélevé, invisible depuis la plateforme d'observation. Elle a exploré et trouvé un refuge, s'émerveilla le docteur Moreau qui avait été parmi les plus sceptiques concernant le protocole spécial, et elle a fait confiance à Echo pour protéger ses petits pendant ce temps. Cet incident de l'orage marqua un tournant dans la perception scientifique du projet. Même les partisans les plus stricts de la réhabilitation traditionnelle commençaient à reconnaître que cette famille mixte développait des stratégies adaptatives potentiellement avantageuses. Nous assistons peut-être à l'émergence d'une intelligence collaborative interspécifique, théorisa le professeur Lambert lors d'une conférence en ligne organisée suite à l'événement. Ces animaux transcendent leurs instincts individuels pour créer des solutions optimisées face aux défis environnementaux. La notoriété du projet atteignit de nouveaux sommets après la publication des images de sauvetage pendant l'orage. Des chaînes documentaires internationales proposaient des contrats substantiels pour les droits exclusifs de l'histoire. Des universités offraient des financements pour étendre la recherche. Marie, tout en appréciant ses opportunités pour le centre, restait fermement concentrée sur l'objectif principal: préparer Luna et ses petits à une vie sauvage réussie. À 12 semaines, les chatons ressemblaient de moins en moins à des bébés, et de plus en plus à de jeunes prédateurs. Leur régime alimentaire, progressivement modifié pour inclure de petites proies entières, stimulait leurs instincts de chasse. Luna avait commencé à leur apporter des lapins et des écureuils légèrement blessés, fournis par le centre, les encourageant à porter le coup final, étape cruciale dans l'apprentissage d'un prédateur. Echo, fidèle à son intelligence adaptative, s'était retiré complètement de ses leçons de chasse, comme s'il comprenait que cette partie de l'éducation relevait exclusivement du domaine maternel. Son rôle évoluait vers celui d'un gardien périphérique, présent mais non intrusif. Il passe maintenant près de la moitié de la journée à distance,
nota Sophie dans son journal d'observation, souvent positionné en hauteur, surveillant les alentours comme le ferait un mâle protégeant un territoire, mais sans interférer avec les activités d'apprentissage. Pour Thomas, qui venait désormais 3 fois par semaine au lieu de quotidiennement, cette évolution était à la fois rassurante et mélancolique. « Il se détache progressivement », confia-t-il à Marie. « C'est ce que nous voulions, n'est-ce pas ?» La vétérinaire acquiesça doucement. « C'est nécessaire, Thomas. Pour les chatons, pour Luna, et probablement pour Echo aussi. Ce qu'il a fait est extraordinaire, mais ce n'est pas sa vie naturelle. Un jour, il sera heureux de retrouver pleinement son rôle de chien de berger à tes côtés. » Thomas n'était pas entièrement convaincu, mais il respectait le processus. Chaque visite lui montrait un Echo différent, toujours dévoué à sa famille adoptive, mais de plus en plus conscient de la distance nécessaire. La transition vers la 2e phase du protocole approchait. Bientôt, les périodes de séparation deviendraient plus longues et l'implication d'Echo encore plus limitée. Personne ne savait exactement comment les animaux réagiraient à ces changements plus prononcés, mais tous étaient désormais convaincus d'une chose. Ce qui s'était développé entre ce chien et cette famille de lynx dépassait la simple coopération circonstancielle. C'était une forme d'intelligence émotionnelle interspécifique qui continuait de défier les catégories établies de la science comportementale. La phase 2 du protocole débuta officiellement un matin d'automne, alors que les premiers feuillages dorés commençaient à parsemer l'enclos semi-naturel. Cette nouvelle étape impliquait des séparations plus longues et plus fréquentes entre Echo et la famille féline, d'abord une journée entière, puis 2, avec l'objectif d'atteindre progressivement une semaine complète. Comment saurons-nous que c'est le bon moment pour la séparation définitive ? Demanda Thomas en observant Echo qui, après 2 jours d'absence, retrouvait les chatons avec une excitation visiblement contenue. Marie lui répondit avec la prudence scientifique qui caractérisait désormais toutes leurs discussions. Nous cherchons plusieurs indicateurs, l'indépendance croissante des chatons, leur capacité à chasser efficacement sous la seule guidance de Luna et surtout leur réaction émotionnelle aux absences d'Echo. Cette dernière mesure s'avérait particulièrement délicate. Comment quantifier objectivement l'attachement émotionnel entre espèces ? L'équipe avait développé un système d'évaluation basé sur diverses observations comportementales, fréquence des recherches visuelles dans la direction habituelle d'arrivée d'Echo, vocalisation particulière en son absence, niveau d'activité et comportement de jeu. Les premières séparations prolongées révélèrent des schémas intéressants. Pendant les absences d'Echo, les chatons, désormais âgés de 14 semaines, restaient plus proches de Luna et manifestaient une vigilance accrue. Leur comportement devenait plus sauvage, plus instinctif, exactement ce que le protocole visait à encourager. C'est comme s'ils oscillaient entre 2 modes, théorisa Sophie. Mode famille mixte quand Echo est présent et mode lynx sauvage quand il est absent. Plus fascinant encore était le comportement de Luna. La mère lynx semblait comprendre parfaitement la nature temporaire de ses absences. Pendant qu'Echo était parti, elle intensifiait les leçons de chasse et d'indépendance. Lorsqu'il revenait, elle lui permettait un accès au chaton qui diminuait graduellement en durée et en proximité. Elle participe activement au protocole, s'émerveilla le docteur Moreau, définitivement converti à l'approche progressive. C'est comme si elle comprenait l'objectif final. Pour Echo, ces transitions représentaient un défi évident. Les premières fois qu'il fut ramené à la ferme pour plusieurs jours, Thomas nota son comportement inquiet. Station près des fenêtres, oreilles dressées au moindre bruit, évoquant des chatons, sommeil agité. « Il s'inquiète pour eux », dit-il à Marie au téléphone. « C'est normal, non ?»« Parfaitement normal », le rassura-t-elle. « L'attachement est réel, mais chaque fois, tu remarqueras que cette anxiété diminue. Son instinct de protection s'adapte à la nouvelle réalité.
En effet, après la 4e séparation prolongée, Echo commença à retrouver son rythme à la ferme plus rapidement. Il reprenait ses fonctions de chien de berger avec une concentration renouvelée, comme si une partie de lui reconnaissait le retour à sa vocation première. Au centre, l'équipe notait des changements significatifs chez les jeunes lynx. À 16 semaines, ils avaient presque doublé de taille, leur fourrure tachetée s'épaississant en préparation de l'hiver. Leur jeu d'enfance cédait progressivement la place à des comportements plus structurés, plus délibérément orientés vers les compétences de survie. Silva excellait particulièrement dans la chasse, capable désormais de capturer seul de petits rongeurs. Rox développait une indépendance territoriale marquée, explorant souvent les limites de l'enclos, comme pour tester sa liberté future. Zéphyr, toujours le plus réservé, compensait par une intelligence remarquable, souvent capable de résoudre des problèmes environnementaux que ses frères et sœurs n'avaient pas encore compris. Ils deviennent de vrais lynx, nota fièrement Sophie dans son journal, tout en conservant cette capacité unique à lire et interpréter des signaux interspécifiques. Cette capacité fut mise à l'épreuve lors d'un incident survenu pendant la 5e semaine de la phase 2. Un jeune assistant, récemment embauché au centre, entra dans la zone de service de l'enclos sans suivre le protocole de sécurité établi. Les chatons, qui n'avaient jamais vu cet humain, réagirent avec une peur instinctive appropriée, se cachant immédiatement. Luna, fidèle à sa nature sauvage retrouvée, adopta une posture défensive menaçante. La situation aurait pu dégénérer, mais Echo, qui se trouvait dans l'enclos ce jour-là après 3 jours d'absence, intervint d'une manière qui stupéfia même les observateurs les plus aguerris. Au lieu de se placer entre Luna et l'intrus comme il l'aurait fait auparavant, il se positionna à côté d'elle, adoptant une posture d'alerte similaire mais non agressive. Son langage corporel semblait communiquer simultanément 2 messages, à Luna et au chaton que cet humain n'était probablement pas une menace immédiate, et à l'assistant qu'il devait reculer et respecter ce territoire. C'est de la médiation interspécifique, murmura le professeur Lambert qui observait la scène. Il traduit littéralement entre 2 mondes. L'assistant, heureusement conscient de son erreur, se retira lentement, suivant les instructions urgentes de Marie par radio. Une fois l'intrus parti, Luna maintint sa vigilance pendant plusieurs minutes avant de se détendre progressivement. Ce qui suivit fut peut-être le moment le plus révélateur. Elle s'approcha d'Echo et frotta brièvement sa tête contre son flanc, un geste de reconnaissance typiquement félin. C'est la première fois que nous observons Luna initier un contact affectueux aussi direct avec Echo, nota Sophie, émue par cette démonstration. Elle reconnaît explicitement son rôle dans la protection de la famille. Cet incident, bien qu'involontaire, fournit des données précieuses sur l'évolution de la dynamique familiale. Il confirmait que même après des séparations prolongées, le lien entre Echo et la famille féline restait intact, mais se transformait en quelque chose de nouveau, moins parental, plus collaboratif. Pour Thomas, observer ces changements suscitait des émotions contradictoires. Un soir, alors qu'il ramenait Echo à la ferme après une journée au centre, il confia à Marie « Je suis fier de lui, vraiment. Il accomplit quelque chose d'extraordinaire. Mais parfois, je me demande si après tout ça, il sera encore le même chien. » Marie comprenait cette inquiétude. Il ne sera probablement pas exactement le même, Thomas. Cette expérience l'a changé, comme elle nous a tous changés. Mais son attachement pour toi reste fondamental. J'ai remarqué comment il te cherche toujours du regard, même au milieu de ses interactions avec les lynx. À mesure que l'automne avançait, les préparatifs pour la phase finale s'intensifiaient. L'équipe avait identifié une zone isolée dans la réserve naturelle, adjacente au centre, un territoire idéal pour la réintroduction, riche en proies et suffisamment éloigné des habitations humaines. Un enclos préparatoire y fut construit,
invisible depuis les sentiers publics, équipé de caméras discrètes pour un suivi minimal. La transition finale sera la plus délicate, expliqua Marie lors d'une réunion de planification. Luna et les chatons seront transférés dans l'enclos forestier, sans accès pour Echo. Après une période d'adaptation d'environ 3 semaines, les portes seront ouvertes, leur permettant d'explorer librement tout en conservant l'enclos comme base sécurisée. Le moment approchait où cette famille extraordinaire prendrait des chemins séparés. Pourtant, comme le soulignait souvent le professeur Lambert, la séparation physique ne signifiait pas nécessairement la fin de l'influence mutuelle. Ce que ces animaux ont partagé et appris les uns des autres persistera, affirmait-il. Les chatons porteront en eux cette capacité unique à interpréter des signaux interspécifiques. Echo gardera cette expérience d'avoir transcendé les barrières instinctives. Ce sont des transformations cognitives permanentes. Cette perspective offrait un certain réconfort à l'équipe, particulièrement à Thomas, qui se préparait mentalement à la séparation définitive. Lors d'une de ses visites, il observa longuement Echo interagissant avec les chatons, désormais presque adolescents. Leur jeu avait changé. Moins de contact physique direct, plus de parallélisme, comme 2 espèces partageant un espace et une activité sans fusionner leur style. « Ils s'adaptent », murmura-t-il, reconnaissant la sagesse de son compagnon à 4 pattes. Il comprend que leur chemin est différent du sien. Marie, qui s'était approchée silencieusement, posa une main sur son épaule. C'est le cadeau le plus précieux qu'il pouvait leur faire, les aider à devenir ce qu'ils doivent être, pas ce qu'il est. Au loin, dans l'enclos, Luna observait également cette scène depuis un promontoire rocheux, sa silhouette élégante se détachant contre le ciel automnal. Son regard attentif suivait les mouvements de ses petits, mais aussi ceux d'Echo, comme si elle aussi mesurait la distance croissante, nécessaire, entre leurs mondes. Le jour du transfert vers l'enclos forestier arriva avec la première neige de novembre, de légers flocons qui dansaient dans l'air froid, transformant le paysage en toile immaculée. Cette coïncidence météorologique semblait marquer symboliquement le début d'un nouveau chapitre pour la famille de Lynx. L'équipe avait minutieusement planifié chaque détail de l'opération, consciente de l'importance cruciale de cette transition. « Les caisses de transport sont prêtes », annonça Julien, vérifiant une dernière fois l'équipement. « Sédation légère pour Luna uniquement, comme convenu. Les chatons devraient rester calmes si leur mère l'est. » Marie acquiesça, son regard se posant sur Thomas, qui attendait silencieusement à l'écart, Echo assis à ses pieds. Le fermier avait insisté pour être présent lors de ce moment décisif, malgré la douleur évidente que cela lui causait. « Tu es certain de vouloir assister à tout cela ?» lui demanda-t-elle doucement. Thomas hocha la tête, sa main caressant distraitement les oreilles d'Echo. Il doit comprendre que ce n'est pas un abandon, que nous les accompagnons vers leur liberté. Echo, comme s'il saisissait parfaitement la gravité de la situation, restait inhabituellement calme, ses yeux intelligents suivant chaque mouvement de l'équipe. Au cours des dernières semaines, ses interactions avec les lynx avaient évolué vers une distance respectueuse, une présence vigilante plutôt qu'une implication directe. Pourtant, le lien demeurait transformé mais indéniable. L'opération de capture et de transfert se déroula avec une efficacité remarquable. Luna, légèrement sédatée, fut placée en premier dans sa caisse spéciale. Les chatons, désormais presque des adolescents avec leur corps élancé et leur regard assuré, montrèrent une résistance minimale, comme s'ils comprenaient intuitivement que ce changement faisait partie de leur destinée. Sylva fut la dernière à entrer dans sa caisse, s'arrêtant brièvement pour fixer Echo qui observait la scène depuis l'entrée de l'enclos. Leurs regards se croisèrent dans un échange silencieux qui fit monter les larmes aux yeux de plus d'un observateur. « On dirait qu'ils se disent au revoir », murmura Sophie, capturant cet instant avec son appareil photo. Le convoi de véhicules traversa lentement la réserve naturelle,
empruntant un chemin forestier rarement utilisé. Le nouvel enclos, situé à près de 10 km du centre, avait été stratégiquement placé au cœur d'un territoire naturel de lynx, loin des sentiers touristiques. Sa conception équilibrait la nécessité de surveillance avec l'objectif d'une transition progressive vers une liberté totale. Echo, exceptionnellement autorisé à accompagner l'équipe jusqu'au site, restait collé à Thomas pendant tout le trajet, son comportement inhabituellement solennel. À leur arrivée, le chien observa attentivement le nouvel environnement. Une clairière entourée de conifères denses, traversée par un petit ruisseau partiellement gelé, le tout enclos par une barrière discrète conçue pour être retirée ultérieurement. « Il mémorise l'endroit », remarqua le professeur Lambert qui documentait ses derniers moments. « C'est fascinant. On dirait qu'il cartographie mentalement où ils seront. » La libération des lynx dans leur nouvel espace fut un moment d'une beauté saisissante. Luna émergea en premier de sa caisse, prudemment, ses sens en alerte maximale. Ses pupilles dilatées scannaient l'environnement. Ses narines frémissaient, captant 1000 informations invisibles aux humains présents. Puis, avec une grâce fluide, elle bondit vers un affleurement rocheux, établissant immédiatement un point d'observation stratégique. Les chatons suivirent, chacun à sa manière caractéristique. Rox fonça immédiatement explorer, tandis que Zéphyr restait près de la caisse, observant précautionneusement. Silva, fidèle à sa nature équilibrée, s'arrêta à mi-chemin, regardant alternativement sa mère et le groupe humain qui se tenait à distance. Puis son regard s'arrêta sur Echo. Pendant un long moment, le jeune lynx et le chien de berger s'observèrent à travers l'espace qui les séparait, non plus mentor et élève, mais deux créatures reconnaissant leur nature distincte et le chemin parcouru ensemble. Finalement, Luna émit un son rauque, appelant sa fille. Silva hésita encore un instant, puis se détourna et rejoignit sa mère sur le rocher, disparaissant progressivement dans son monde sauvage, là où elle appartenait. « C'est le moment », dit doucement Marie à Thomas. « Nous devons partir maintenant. » Le fermier hocha la tête, incapable de parler. Il s'agenouilla près d'Echo, encadrant sa tête de ses mains. « Tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mon brave. Maintenant, il est temps de rentrer à la maison. » Le retour au centre, puis à la ferme, se fit dans un silence contemplatif. Cette séparation, bien que planifiée et nécessaire, laissait un vide tangible. L'équipe scientifique entrait désormais dans une phase d'observation à distance, utilisant uniquement les caméras camouflées pour suivre l'adaptation de la famille féline. Les jours qui suivirent furent difficiles pour Echo. Le chien passait de longues heures à regarder dans la direction de la forêt, parfois émettant de légers gémissements que Thomas n'avait jamais entendus auparavant. Il refusait parfois de manger, semblant distrait, absent. « Est-ce normal ?» demanda Thomas à Marie au téléphone, l'inquiétude perçant dans sa voix. « C'est un processus de deuil, » expliqua-t-elle. Aussi extraordinaire que cela puisse paraître, Echo a formé un attachement authentique avec ses lynx. La séparation provoque une réponse émotionnelle réelle. Combien de temps cela va-t-il durer? Chaque animal est différent, Thomas, mais je suggérerais de le réimpliquer progressivement dans ses activités habituelles à la ferme. La routine est souvent thérapeutique. Suivant ce conseil, Thomas commença à emmener Echo travailler avec les moutons chaque matin, lui confiant de petites tâches qui s'intensifiaient graduellement. Au début, le chien s'exécutait mécaniquement, sans l'enthousiasme qui le caractérisait autrefois. Mais peu à peu, jour après jour, une étincelle familière revenait dans ses yeux. Une semaine après la séparation, un événement inattendu vint accélérer ce processus de guérison. L'une des brebis s'était aventurée trop près du ravin bordant le pâturage nord et s'était retrouvée piégée sur une corniche étroite. Thomas, alerté par les bêlements de détresse, découvrit la situation avec horreur. La brebis était inaccessible depuis le haut et une chute semblait imminente.
Echo, on a besoin de toi, mon vieux, murmura-t-il, incertain de la réaction de son compagnon encore troublé. Ce qui suivit restera gravé dans la mémoire du fermier comme le moment où son chien revint véritablement. Echo, analysant instantanément la situation, entreprit de descendre par un chemin latéral que Thomas n'avait même pas remarqué. Avec une précision impressionnante, il se positionna sur une saillie juste en dessous de la brebis paniquée, aboyant de manière rythmée pour la calmer, une technique qu'il n'avait jamais utilisée auparavant. « C'est incroyable », murmura Thomas en observant la scène. « On dirait qu'il lui parle. » Plus surprenant encore, le chien parvint à guider la brebis le long d'un chemin escarpé mais praticable, utilisant son corps comme barrière pour l'empêcher de tomber, jusqu'à ce qu'ils atteignent tous deux la sécurité. Cette nuit-là, Thomas appela Marie. « Je crois qu'il a intégré son expérience avec les lynx dans son travail de berger », expliqua-t-il avec émerveillement. « Il utilise des techniques de communication que je ne lui ai jamais enseignées. Une compréhension plus profonde de comment guider sans forcer. » À l'autre bout du fil, Marie sourit. « C'est exactement ce que nous espérions, Thomas. Echo n'a pas simplement traversé une expérience, il l'a transformée en sagesse applicable. Il est toujours ton chien de berger, mais enrichi par tout ce qu'il a appris. » Pendant ce temps, dans l'enclos forestier, Luna et ses chatons s'adaptèrent remarquablement bien à leur nouvel environnement. Les caméras discrètes capturaient des images fascinantes de leurs explorations et apprentissages. La mère intensifiait l'éducation de chasse, les chatons affinaient leurs techniques de camouflage et de traque. « Ils sont prêts », annonça Sophie lors d'une réunion d'évaluation, 3 semaines après le transfert. « Tous les indicateurs comportementaux sont positifs. Je recommande que nous procédions à l'ouverture des accès la semaine prochaine. » Cette recommandation fut unanimement approuvée. Le grand jour, celui où les portes invisibles de l'enclos seraient ouvertes, offrant à Luna et ses petits la liberté de partir tout en conservant l'accès à un territoire familier, était fixé. La veille de cet événement, Thomas reçut un appel inattendu de Marie. « Je me demandais si tu voudrais être présent demain, » proposa-t-elle. « Pas Echo, bien sûr, mais toi. D'une certaine façon, tu fais partie de cette histoire autant que nous. » Thomas hésita, puis accepta avec gratitude. « Je crois que j'ai besoin de voir ce chapitre se clore, » admit-il. Le lendemain, alors que le soleil d'hiver se levait sur la forêt silencieuse, une petite équipe composée uniquement des membres principaux du projet se réunit à distance de l'enclos. Thomas, Marie, Sophie, le professeur Lambert et le docteur Moreau, témoins silencieux d'un moment d'achèvement. À travers leurs jumelles, ils observèrent un technicien désactiver discrètement les barrières électroniques et ouvrir de minuscules passages à des points stratégiques du périmètre. Puis, aussi silencieusement qu'il était venu, l'homme se retira. « Maintenant, nous attendons, » murmura Sophie. « C'est à eux de découvrir leur liberté retrouvée. » Pendant près de 2 heures, rien ne sembla changer. Luna et les chatons vaquaient à leurs activités habituelles dans l'enclos, inconscients que les frontières invisibles avaient disparu. Puis, Rox, toujours le plus aventureux, découvrit par hasard l'une des ouvertures lors de sa patrouille territoriale. Le jeune lynx s'immobilisa, reniflant intensément l'air nouveau qui s'offrait à lui. Il fit quelques pas prudents au-delà de la limite, puis revint rapidement vers sa mère, comme pour communiquer sa découverte. Ce qui suivit fut une leçon d'intelligence féline. Luna, alertée par son fils, inspecta méthodiquement le périmètre, découvrant chaque ouverture, analysant les nouvelles possibilités qui s'offraient à sa famille. Puis, avec une patience délibérée, elle commença à guider ses petits dans de brèves excursions exploratoires au-delà des limites, toujours en revenant à la sécurité de l'enclos. « C'est parfait », chuchota le docteur Moreau. « Exactement le comportement que nous espérions.
Une adaptation progressive, contrôlée. Alors que l'équipe s'apprêtait à se retirer, satisfaite de ses premiers signes prometteurs, Silva, perché sur un rocher à la limite de l'enclos, tourna soudain la tête dans leur direction. Malgré la distance et leur camouflage, le jeune lynx semblait les avoir repérés, ou peut-être simplement senti leur présence. Pendant un long moment, elle fixa l'endroit où il se tenait, immobile, majestueuse dans sa beauté sauvage adolescente. Puis, dans un geste qui restera gravé dans leur mémoire, elle inclina légèrement la tête avant de se détourner et de disparaître dans la forêt. « Un au revoir », murmura Thomas, la gorge serrée par l'émotion. Elle nous a dit au revoir. L'hiver s'installa pleinement sur la région, enveloppant la forêt d'un manteau blanc et silencieux. Pour l'équipe du centre, une nouvelle phase commençait, celle du suivi à distance, discret et non intrusif. Les caméras stratégiquement placées autour de l'ancien enclos, désormais point de référence pour la famille de lynx, transmettaient des images précieuses, des instantanés de leur adaptation à la liberté retrouvée. Ils maintiennent l'enclos comme base territoriale, nota Sophie lors d'une réunion de suivi en janvier. Exactement comme nous l'espérions. Luna a établi un territoire d'environ 8 km² autour du site et les chatons l'accompagnent dans des expéditions de plus en plus longues. Les données recueillies dépassaient les attentes les plus optimistes. Non seulement la famille survivait, mais elle prospérait. Les techniques de chasse de Luna s'étaient affinées, adaptées parfaitement à ce nouvel environnement. Plus impressionnant encore, elle transmettait efficacement ses compétences à ses petits, qui montraient désormais des taux de réussite comparables à ceux de jeunes lynx élevés entièrement en milieu sauvage. Je dois admettre que j'avais des doutes, confessa le docteur Moreau en examinant les statistiques. Je craignais que l'exposition précoce à Echo n'ait compromis leur développement naturel, mais ces chiffres racontent une histoire différente. Le professeur Lambert, qui supervisait l'analyse comportementale des données, proposa une interprétation fascinante. Ce que nous observons pourrait être une forme d'enrichissement cognitif. L'exposition à des schémas de communication différents durant leur période critique de développement semble avoir stimulé leur capacité d'adaptation générale. Cette hypothèse fut renforcée par plusieurs observations remarquables. Contrairement aux jeunes lynx typiques, Silva, Rox et Zéphyr démontraient une aptitude inhabituelle à coordonner leurs actions lors de certaines chasses, presque comme s'ils appliquaient des stratégies collaboratives, un comportement rarement documenté chez cette espèce normalement solitaire. « Ils chassent parfois comme une meute », s'émerveilla Sophie en montrant une séquence vidéo où les 3 jeunes lynx encerclaient méthodiquement un lièvre. C'est une adaptation comportementale fascinante. À la ferme Lefebvre, la vie avait également trouvé un nouveau rythme. Echo, après sa période initiale de mélancolie, s'était réinvesti pleinement dans son rôle de chien de berger, mais avec des nuances nouvelles qui ne cessaient d'impressionner Thomas. Sa façon d'interagir avec le troupeau avait subtilement évolué, moins directive, plus intuitive, comme s'il comprenait désormais les moutons à un niveau plus profond. Il les lit différemment, expliqua Thomas à Marie lors d'une de ses visites à la ferme. Avant, il exécutait les commandes avec perfection, mais maintenant, il semble anticiper les besoins du troupeau avant même que je ne les perçoive. Marie sourit, observant le border collie qui guidait patiemment un agneau égaré vers sa mère. Il a appris quelque chose d'essentiel avec les lynx, la différence entre contrôler et faciliter. C'est une leçon que beaucoup d'humains mettraient une vie à comprendre. Le projet avait également généré un intérêt scientifique considérable. L'article publié par l'équipe dans une prestigieuse revue d'éthologie, Transcendance des barrières instinctives, coopération interspécifique et transfert comportemental entre canidés domestiques et félidés sauvages, avait déclenché des débats passionnés dans la communauté scientifique. Certains experts restaient sceptiques, attribuant les comportements observés à des coïncidences ou à des interprétations anthropomorphiques.
D'autres y voyaient l'ouverture d'un nouveau champ d'études sur la plasticité comportementale des prédateurs. Le centre, quant à lui, avait connu une transformation significative grâce à cette aventure extraordinaire. Les dons et subventions générés par l'intérêt public permettaient désormais de financer des installations améliorées et des programmes de conservation plus ambitieux. Marie avait même lancé une initiative éducative baptisée « Pont entre espèces », visant à sensibiliser le public aux capacités insoupçonnées des animaux à transcender leurs comportements instinctifs. L'histoire d'Echo et Luna nous rappelle que nos catégories et nos préjugés limitent souvent notre compréhension du monde animal, expliquait-elle lors d'une conférence. Derrière les étiquettes de prédateurs, proies, sauvages ou domestiques, se cachent des êtres capables d'une complexité émotionnelle et cognitive que nous commençons à peine à appréhender. Avec le printemps vint un développement attendu mais néanmoins émouvant. Les caméras de surveillance captèrent des images montrant Silva, Rox et Zéphyr passant progressivement plus de temps séparés de leur mère, explorant des territoires adjacents de façon autonome. Luna, fidèle au cycle naturel, commençait à encourager cette indépendance, préparant ses petits devenus grands à établir leur propre territoire. C'est le processus normal de dispersion, expliqua Sophie lors d'une mise à jour. Ils approchent de l'âge où les jeunes lynx quittent traditionnellement leur mère. Le fait qu'ils suivent ce schéma confirme encore leur parfaite réadaptation à la vie sauvage. Un matin d'avril, alors que les dernières neiges fondaient dans les sous-bois, Thomas emmena Echo pour une longue promenade le long de la lisière forestière, bordant sa propriété. Le fermier avait pris l'habitude de ces randonnées matinales, trouvant une certaine paix dans ces moments partagés avec son fidèle compagnon. Il suivait un sentier rarement emprunté, longeant un ruisseau gonflé par la fonte des neiges, quand Echo s'immobilisa soudainement. Ses oreilles se dressèrent, son corps entier tendu dans une posture d'attention intense. Thomas, habitué à faire confiance au sens aiguisé de son chien, s'arrêta également, scrutant les alentours. Le sous-bois semblait paisible, rien ne suggérait une présence inhabituelle. « Qu'est-ce que tu as senti, mon vieux » murmura-t-il. Echo émit un son étrange, ni aboiement, ni gémissement, mais quelque chose entre les deux, un son que Thomas ne lui avait jamais entendu produire auparavant. Puis, à la stupéfaction du fermier, le chien s'assit calmement, regardant fixement un point précis dans les buissons denses à une vingtaine de mètres. Thomas plissa les yeux, tentant de percer l'obscurité verdoyante. Au début, il ne vit rien. Puis, un léger mouvement attira son attention, une forme élancée, tachetée, presque fondue dans l'environnement. Un lynx, immobile, observant. Son cœur s'accéléra. Était-ce possible? Après tant de mois, la distance et l'ombre rendaient l'identification précise impossible, mais quelque chose dans la posture de l'animal, dans la façon dont il regardait non pas Thomas mais Echo directement, éveilla une certitude profonde. « Silva » murmura-t-il, presque pour lui-même. Le lynx, comme en réponse, inclina légèrement la tête. Le même geste subtil que Thomas avait observé le jour de leur libération. Puis, avec une grâce fluide, l'animal se détourna et disparut dans la forêt, silencieux comme une ombre. Thomas resta immobile, submergé par une émotion qu'il peinait à nommer. À ses côtés, Echo semblait tout aussi affecté, ses yeux fixés sur l'endroit où le lynx avait disparu, son corps vibrant d'une énergie contenue. Ce soir-là, incapable de garder cette expérience pour lui seul, Thomas appela Marie. « Je crois que nous avons vu Silva aujourd'hui, dit-il, sa voix encore teintée d'incrédulité. Elle était à la lisière de ma propriété, Marie, comme si elle était venue voir Echo. » Un silence contemplatif accueillit cette révélation. « Ce n'est pas impossible, Thomas, » répondit finalement Marie. «
Les données de nos caméras montrent que Silva a établi un territoire plus proche de zones habitées que ses frères, et les lynx ont une mémoire territoriale exceptionnelle. Mais pourquoi viendrait-elle si près? Pourquoi se montrerait-elle? Marie réfléchit avant de répondre. La science traditionnelle dirait que c'est une coïncidence, ou que tu as projeté une familiarité sur un lynx ordinaire. Mais après tout ce que nous avons observé, elle laissa sa phrase en suspens. Disons simplement que certains liens transcendent peut-être nos catégories habituelles. Cette rencontre, qu'elle fût réelle ou imaginée, apporta un sentiment de complétude à Thomas. L'idée que quelque part dans ces forêts vivaient 3 jeunes lynx portant en eux l'empreinte indélébile de leur connexion avec Echo, et que cette connexion pouvait encore résonner à travers l'espace et le temps, était profondément réconfortante. Pour l'équipe scientifique, l'histoire continuait à travers les données recueillies et les analyses en cours. Les comportements uniques des 3 jeunes lynx fournissaient une mine d'informations précieuses sur l'adaptabilité comportementale et la plasticité neuronale chez les félins sauvages. Chaque observation renforçait la thèse que leur développement atypique avait créé non pas des lynx diminués, mais des individus possédant un répertoire comportemental enrichi. Ils redéfinissent ce que signifie être un lynx, conclut le professeur Lambert dans son évaluation finale du projet, tout comme Echo a redéfini ce que signifie être un chien de berger. Ces animaux nous rappellent que l'identité, même celle dictée par des millénaires d'évolution, n'est jamais entièrement fixe, mais toujours capable d'expansion et de transformation au contact de l'autre. Et quelque part dans la forêt printanière, une jeune lynx au pelage tacheté s'arrêtait parfois à la frontière entre 2 mondes, portant en elle la mémoire d'une connexion qui avait défié toutes les attentes. 5 années s'écoulèrent, marquées par le rythme immuable des saisons qui transformaient cycliquement le paysage. 5 années durant lesquelles l'histoire d'Echo et de la famille de lynx s'était progressivement transformée, passant de phénomènes scientifiques médiatisés à sujets d'études approfondies, puis à une légende locale que les habitants de la région racontaient aux visiteurs avec un mélange de fierté et de révérence. Le centre de réhabilitation de la faune sauvage de Beaumont avait connu une métamorphose remarquable. Désormais reconnu internationalement, il attirait chercheurs et stagiaires du monde entier, tous désireux de participer à ce que Marie appelait une approche relationnelle de la conservation. Un nouveau bâtiment, baptisé Pavillon Echo, abritait un programme éducatif innovant où les visiteurs découvraient comment les barrières traditionnellement établies entre espèces pouvaient parfois se dissoudre dans des circonstances extraordinaires. Marie elle-même avait évolué, passant du statut de vétérinaire local à celui de conférencière internationale, appelée régulièrement à partager cette expérience unique. Son livre, Ponts invisibles, ce qu'un chien et une lynx nous ont appris sur la conscience animale, était devenu une référence dans les cursus d'éthologie moderne. Notre plus grande erreur a toujours été de sous-estimer la complexité émotionnelle et cognitive des animaux, expliquait-elle lors d'une conférence à l'Université de Montréal. L'histoire d'Echo et Luna nous rappelle que la nature n'est pas figée dans des catégories immuables, mais fluide, adaptative, capable de transcendance. Sophie avait poursuivi ses recherches sur le terrain, suivant discrètement les trajectoires de vie des 3 jeunes lynx devenus adultes. Grâce à de minuscules émetteurs biodégradables placés avant leur libération, elle avait pu documenter leur déplacement pendant près de 3 ans. Leur dispersion territoriale est fascinante, expliquait-elle à ses étudiants. Contrairement au schéma typique où les jeunes lynx s'éloignent considérablement de leur territoire natal, Silva, Rox et Zéphyr ont établi des territoires adjacents, créant une sorte de réseau familial interconnecté, un comportement rarement observé chez cette espèce normalement solitaire. Plus remarquable encore, les données recueillies montraient que Luna avait eu 2 autres portées depuis sa libération, toutes 2 élevées avec succès.
Sa réintégration à la vie sauvage était un succès total, validant l'approche progressive que l'équipe avait défendue face aux sceptiques. Quant aux enfants d'Echo, comme les appelait affectueusement l'équipe, ils s'étaient révélés être des individus exceptionnellement adaptables. Zéphyr, contre toute attente, s'était spécialisé dans la chasse en milieu rocheux escarpé, développant une technique d'embuscade verticale rarement documentée. Rox avait établi son territoire le plus profondément dans la forêt, devenant presque mythique par sa discrétion. Seule Silva maintenait une présence occasionnelle près des lisières, comme si la frontière entre monde sauvage et humain conservait pour elle une signification particulière. À la ferme Lefebvre, le temps avait également laissé son empreinte. Thomas, approchant désormais la soixantaine, avait progressivement réduit ses activités, confiant une partie croissante de ses responsabilités à un jeune couple déterminé à perpétuer l'agriculture durable qu'il avait toujours pratiquée. Echo, maintenant âgé mais toujours vif d'esprit, avait naturellement ralenti son rythme. Ses fonctions de chien de berger actif avaient été transmises à sa descendance, une lignée de border collie qui semblait hériter non seulement de ses capacités exceptionnelles, mais aussi de cette intelligence relationnelle particulière qu'il avait développée. « Regarde comme nuit guide les agneaux », faisait remarquer Thomas à Marie lors d'une de ses visites, désignant la petite fille d'Echo qui travaillait avec une patience remarquable. Elle a cette même façon de les comprendre, de communiquer sans forcer. C'est comme si Echo lui avait transmis quelque chose au-delà de la génétique. Marie souriait, observant le vieux chien qui supervisait sa descendance depuis l'ombre d'un pommier. Peut-être l'a-t-il fait. Nous sous-estimons terriblement ce que les animaux peuvent se transmettre à travers l'exemple, l'observation, la relation. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans l'air frais, Thomas décida d'emmener Echo pour ce qui était devenu leur rituel hebdomadaire, une promenade tranquille le long de cette même lisière forestière où, des années auparavant, ils avaient peut-être aperçu Silva. Le vieux chien se déplaçait plus lentement désormais, mais son regard conservait cette intensité, cette présence qui l'avait toujours caractérisé. Ils s'arrêtèrent dans une petite clairière baignée de lumière dorée. Thomas s'asseyant sur un tronc tombé, tandis qu'Echo explorait paisiblement les alentours, né au sol, suivant des pistes invisibles au sens humain. Ce fut alors que Thomas le vit, ou plutôt les vit. Au bord de la clairière, partiellement dissimulée par les ombres dansantes des feuillages, se tenaient deux lynx. L'un, visiblement plus âgé, sa fourrure tachetée portant la sagesse des ans, observait calmement la scène. À ses côtés, un jeune lynx, presque adolescent, regardait avec une curiosité non dissimulée. Le cœur de Thomas s'accéléra. Était-ce possible, après toutes ces années? Echo s'était immobilisé, soudain conscient des présences. Il se tourna lentement, son vieux corps se redressant légèrement, comme puisant dans des réserves d'énergie oubliées. Son regard croisa celui du lynx adulte, et pendant un long moment, le temps sembla suspendu, deux anciens compagnons séparés par les années et les mondes, réunis dans cet instant fugace. Thomas, retenant son souffle, observait ce tableau improbable. Il n'avait pas besoin de confirmation scientifique pour savoir, au plus profond de lui-même, que ce lynx adulte était Silva. Et le jeune animal à ses côtés, un de ses propres petits peut-être, amené délibérément à cette frontière entre deux mondes, comme pour lui transmettre une mémoire, un héritage. Aucun son ne troubla ce moment, aucun mouvement brusque, juste un échange silencieux, une reconnaissance mutuelle qui transcendait toute barrière de langage ou d'espèce. Puis, avec la même grâce fluide qui avait toujours caractérisé ses mouvements, Silva se détourna, guidant son jeune compagnon vers les profondeurs de la forêt. Avant de disparaître complètement, elle s'arrêta brièvement, tournant une dernière fois son regard doré vers Echo, comme pour sceller ce moment dans la mémoire du temps.
Thomas resta immobile longtemps après leur départ, une émotion indescriptible l'envahissant. À ses côtés, Echo s'était calmement assis, son regard fixé sur l'endroit où les lynx avaient disparu, une sérénité particulière émanant de sa présence. Cette nuit-là, de retour à la ferme, Thomas appela Marie pour partager cette expérience extraordinaire. Sa voix tremblait légèrement tandis qu'il décrivait la scène. « Je sais ce que la science dirait », conclut-il. « Coïncidence, projection, interprétation subjective. »« Peut-être », répondit doucement Marie. « Ou peut-être que certaines connexions transcendent véritablement le temps et les catégories que nous imposons au monde. Peut-être que Silva transmet à sa propre descendance une mémoire, une connaissance que nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Cette possibilité, que l'influence d'Echo puisse se perpétuer non seulement à travers sa propre lignée, mais aussi, d'une façon mystérieuse et inattendue, à travers celle de Silva, ouvrait des perspectives vertigineuses sur la nature de l'héritage, de la mémoire et de la transmission entre espèces. Quelques mois plus tard, lors d'une conférence internationale sur la cognition animale, le professeur Lambert présenta ce qu'il appelait l'hypothèse de l'empreinte interspécifique, la théorie selon laquelle des expériences significatives partagées entre espèces différentes pouvaient créer des modifications comportementales transmissibles, non génétiquement, mais à travers l'apprentissage social et l'exemple. Ce que nous avons observé avec Echo et la famille de Luna suggère que les frontières entre espèces sont plus perméables que nous ne l'avons traditionnellement admis, expliqua-t-il. Non seulement ces animaux ont adapté leur comportement l'un à l'autre dans l'immédiat, mais cette adaptation semble avoir des effets durables, potentiellement transmissibles aux générations suivantes. Cette théorie, bien qu'accueillie avec scepticisme par certains, résonnait profondément avec l'expérience vécue par tous ceux qui avaient été témoins de cette histoire extraordinaire. Elle offrait un cadre conceptuel pour comprendre comment une rencontre improbable entre un chien de berger et une lynx enceinte pouvait générer des ondulations qui se propageaient bien au-delà de leurs vies individuelles. Pour Thomas, cependant, les implications théoriques importaient moins que la simple vérité qu'il avait eu le privilège de contempler. Dans un monde souvent défini par les divisions et les catégories, Echo et Luna avaient momentanément dissous ces frontières, créant un espace où compassion et connexion transcendaient les barrières supposées infranchissables. Et chaque fois qu'il observait le vieux Echo enseigner patiemment à ses descendants l'art subtil de comprendre plutôt que de contrôler, ou qu'il apercevait une silhouette tachetée à la lisière de sa propriété, Thomas ressentait une gratitude profonde d'avoir été témoin de cette histoire, une histoire qui continuerait à vivre et à se transformer comme toutes les grandes histoires, longtemps après que ses protagonistes originaux auraient disparu. Car au-delà des explications scientifiques et des théories, demeurait cette simple vérité. Parfois, dans les moments les plus inattendus, la vie nous révèle que le monde est plus vaste, plus interconnecté et plus mystérieux que nous n'osons l'imaginer.